Prude. Bonjour, je suis Daphné Desjeux. Vous allez écouter Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien, ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Et c'est avec Prude. Aujourd'hui, on écoute Zélie. Elle est canadienne. Elle est élevée par des parents 68ards pour qui la nudité et le corps est un moyen de communication comme un autre. Très jeune, elle quitte le Québec pour Paris où elle devient mannequin. Elle est libre, heureuse et tombe amoureuse. Elle donne naissance à un petit garçon à 35 ans. Pour elle, cette période est une épiphanie. C'est pourtant quand son fils rentre à la crèche qu'elle apprend qu'elle a un cancer, stade 3. La route tourne sec. Alors comment poursuit-on sa vie, son histoire d'amour et le sexe quand on est malade ? Son parcours à la fois atypique mais au questionnement tellement universel est un projet d'écriture de film coécrit par Alexandra Sismondi. Zélie partage son histoire avec nous. On l'écoute. Prude. Bonjour, je m'appelle Zélie. Alors, ma mère et mon père sont québécois. J'ai grandi au Québec dans les années 80. Ma mère a quitté mon père soudainement. Ils avaient un cabinet de comptable formidable dans le sous-sol de notre petite maison. Et elle s'est barrée pour être massothérapeute psychocorporelle. Ce qui c'était complètement avant-garde à l'époque. S'est teint les cheveux en rouge et s'est fait des permanentes. Et elle a vécu sa vie voilà, comme ça. Et j'ai vécu avec mon père. Et je suis partie de chez moi à 16 ans. J'ai traversé l'océan à la nage pour venir à Paris avec ma petite valise. À la base, je ne devais pas rester. Je devais faire un petit tour du monde. Parce que j'étais un mannequin à l'époque. Et j'ai détesté le mannequinat, mais j'ai adoré Paris. Donc j'ai décidé de m'y installer. Alors au Québec, c'est très libre en fait, le corps, la parole. On est très dans la communication par rapport à ça. Donc très jeune, j'ai été élevée dans un truc hyper. Bon, déjà mes deux parents se promenaient à poil tout le temps. Donc la gaule du matin de mon père pour aller fermer la fenêtre à -30 un jour d'hiver, je l'ai vu plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'une copine à moi qui vient de dormir, je devais avoir 12 ans, qui m'a dit qu'est-ce que c'est que ça ? Pour moi, ça me paraissait normal, tu vois. Comme ma mère qui se crémait nue dans la salle de bain. Enfin, je sais pas, ça a toujours été un truc très, très open. Quand j'ai voulu dire à mon père que j'avais couché avec un garçon pour la première fois, il me pensait que j'allais lui annoncer que je m'étais masturbée. Genre normal, tu vois. Mais j'avais 12 ans, je faisais la même taille que je fais maintenant. J'avais enfin, pas les mêmes seins, mais ça c'est une autre histoire. Mais je me promenais dans la rue avec mon père et tout le monde était choqué parce qu'il pensait qu'on était amants et que c'était un vieux pervers, quoi, qui sortait avec sa petite jeunette. Et pareil avec ma mère aussi, qui a un peu un look de... Elle était cheveux gris courts, habillée toujours dans les années 90 alors qu'on était en 2000, avec le même t-shirt qu'elle a gardé 40 ans, je pense. Pas maquillée du tout, petite, un peu gros seins, et moi très, très longiligne comme ça. Et on se promenait main dans la main à Provincetown, tu vois, c'est une espèce de... Je sais même plus où c'est. C'est dans les îles de la Madeleine. Et c'est un endroit où sont gays, lesbiennes à fond, et tout le monde pensait qu'on était ensemble. J'ai toujours eu un truc très féminin, je savais que je plaisais, j'avais des looks différents tout le temps. Je jouais vachement avec ça. Enfin, j'ai été très tôt confrontée à ça. Parce que je pense que j'ai beaucoup entendu mes parents baiser, beaucoup entendu mon père baiser avec ma belle-mère, qui hurlait « T'es gros !» Alors que mon père est quand même le mec qui est le plus maigre au monde, qui fait le même poids depuis qu'il a 18 ans. Genre, c'est un sac d'os, quoi. Et j'ai toujours été intriguée de pourquoi il est gros. Alors, parce qu'il n'est pas gros. Donc voilà, ça a été un truc pour moi où il fallait que je découvre ce que c'était que la sexualité, parce que c'était omniprésent, quoi, chez moi. Il y a un truc aussi très drôle, c'est que j'ai beaucoup de photos de moi, alors qu'à l'époque, il fallait le faire quand même pour faire une photo, tu vois, c'était pas genre je sors mon iPhone de ma poche et je te prends photo. J'ai beaucoup de photos de moi à poil, énormément. Ou moi à poil dans le lit, mais c'était l'époque, tu vois, c'est pas vraiment choquant, enfin,
Je me suis longtemps posé des questions, j'ai fait plusieurs thérapies pour essayer de trouver un truc, mais en fait, non, il s'est rien passé de malhonnête chez moi. Prude. Oh, j'étais amoureuse, donc à 13 ans, de Angelo Espinosa Rojas. Un petit latino qui mesure à mon avis 1m20, avec le cheveu limite bleu, tellement il était noir, très raide, long. Et donc j'étais très amoureuse de lui. Et c'était comment la première fois? Je m'en souviens pas très bien, mais c'était plutôt agréable. Je suis restée longtemps quand même avec lui, tu vois. Je crois que je suis restée de 13 à 16 ans. Bon, in and out. Après, j'ai couché avec Buzz, un haïtien sublime avec une énorme bite. Et qui portait un gun à plomb. Je le trouvais très cool et il volait des limousines. Mais j'ai baisé avec lui rien que pour me venger. C'est drôle ça. C'est affreux quand même. Qu'est-ce qu'on est bête quand on est jeune. Non mais moi j'ai vraiment grandi dans un truc hyper libre, hyper en accord, hyper en acceptation de ma féminité. Mes parents m'ont vraiment... J'ai vraiment eu une enfance axée sur le truc de sois bien dans tes pompes, accepte-toi, aime-toi, pouponne-toi, masse-toi, sois en contact, mets tes deux pieds par terre. Mais à part ça, non, je pense qu'on est un peu bête au départ, parce qu'on est plus dans la perf, quoi. J'ai compris aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, que j'ai été longtemps dans la perf, en fait. J'ai dû regarder quelques films de cul que mon père avait en cassette cachés dans son garde-robe avec le gros ordinateur portable qu'il fallait absolument pas toucher. J'ai dû en regarder quelques-uns, mais je pense que ça restait assez soft. Mais je suis quand même rentrée dans un truc où j'étais que avec des latinos et des blacks. Un truc très... le mec, il te prenait la tête et que plus t'allais profond, mieux c'était. Et plus tu te déhanchais comme une petite pute sur un rodéo, plus c'était excitant. Donc, et il y a un vrai truc qu'il faut arrêter avec ça, parce que le plaisir, il n'est pas du tout là, et on comprend trop tard, ou pas, mais on le comprend à un moment. C'est juste dommage tu vois, j'ai baisé, j'avais 13 ans la première fois, j'ai 39 ans aujourd'hui, ça fait quand même un long parcours. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais une espèce de fantasme de baiser des beaux gosses, des mannequins, machin. Je suis partie d'Haïti à gravure de mode, débile, petit nez en trompette, avec grosse bouche, avec le regard qui tue, mais qui arrive derrière. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais je suis partie dans un délire de consommation. Parce que comme j'étais restée quand même 3 ans avec mon petit nain latino qui faisait des ménages, j'avais envie de consommer un peu autre chose, quoi. Et des filles aussi, pas mal. J'aimais bien l'idée de découvrir, d'essayer des choses, quoi, sans tabou, sans rien. C'était un pote qui m'a dit tiens, j'ai une pote, viens on fait un plan à 3. Je fais ah cool, je vais me raser, j'arrive. Et c'était pas top. J'ai pas du tout aimé. Bah encore ce truc de performance, ce truc à 3, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise moi dans ce genre de situation. Je préfère les trucs un peu plus intimistes. J'aime pas le côté voyeurisme aussi, ça me plaît pas. C'est un truc ça me va plus. C'était trop... Ça aurait pu... Je pense que j'aurais pu switcher. Je pense que j'avais besoin, moi, pour me stabiliser, pour me remettre bien groundée, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un truc un peu plus cadré, ou de tomber amoureuse. Et je suis tombée amoureuse de ce mec. Je suis rentrée dans cette famille. Je me suis battue pour avoir ma carte de résident, que je n'avais pas. Et j'ai toujours eu besoin de relations fortes pour me ramener. Même si je fais pas des trucs de fou, je m'éparpille, quoi. Puis ça peut faire peur parfois, c'est un peu déstabilisant. Surtout quand on n'est pas chez soi, on est jeune, tu vois, moi je suis arrivée seule à Paris, j'avais pas de point de chute, j'ai pas d'appartement, j'ai pas une maman qui vient de border avec une soupe dans une maison en Aix-en-Provence, j'en sais rien, mais tu vois, j'ai pas d'attache, donc j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce cocon familial, ce truc de rassurant, ces gens sur qui je pouvais compter, qui étaient là, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup appris, plein de choses. Je l'ai quitté pour un théâtreux qui m'a fait découvrir Nietzsche et Jung, qui m'a fait sortir de mon truc, parce que lui, il était dans la finance, le mec avec qui j'étais. Et tout d'un coup, je suis repartie en live, je dansais dans des supermarchés. J'étais au summum de ma féminité, de là où j'avais envie d'être, l'espèce de paroxysme de vie de femme où j'ai toujours voulu avoir un enfant, j'étais amoureuse de mon mec, on voyageait, on avait un joli appartement,
On avait tout pour être heureux. J'ai mis au monde un petit garçon sublime que j'ai allaité pendant 1 an. Et au moment où je l'ai mis à la halte garderie, je me suis dit, bon, ça y est, 1 an, c'est bon, quoi. Ouais. Il commence à avoir des dents, il m'a mordu le téton, ça y est, je le pose. Je retourne travailler, enfin, tu vois. Le cheveu long, l'œil vert, enfin, tu vois, sublime, quoi. Tout assoiffé de tout ce que je venais de vivre. Et j'ai appris 1 mois après que j'avais un cancer du sein, grade 3. Donc, 3 semaines après, je commençais la chimio, enfin, congélation des ovocytes, chimio, qui a duré 1 an et demi, plus 1 an. Enfin, j'ai eu la totale, tu sais, j'ai eu ablation, radiothérapie, enfin, j'ai eu le grand chelem. Et c'est drôle parce que mon mec m'a beaucoup pris en photo à ce moment-là. J'ai fait des vidéos avec une copine où, je suis en culotte, à poil, sans sein, avec juste ma cicatrice. Et je suis hyper libre et hyper bien. Je danse comme si j'étais une petite pute, justement, et que j'étais hyper sexy. Alors que, la meuf, elle a un sang en moins, quoi. Et depuis qu'on m'a reconstruite, je me sens mieux, si tu veux, en t-shirt ou en robe. Mais en revanche, l'acceptation n'est pas la même à poil, du tout. D'abord, il y a un truc qui est important aussi, c'est le cathéter. On te pose un cathéter sous la clavicule, à l'opposé de ton sein qui est malade. Après, tu commences les traitements. Tu perds pas tes cheveux tout de suite, mais moi, j'ai pas voulu attendre. Moi, dès que je me suis réveillée, que j'ai fait comme ça dans mes cheveux et que j'ai senti 3-4 cheveux, j'ai fait, allez, on rase, quoi. J'ai organisé une grande fête avec tous mes potes. On a pris plein de champagne. Il y a mon pote coiffeur qui est venu je voulais que mon fils soit là parce que je voulais pas qu'il se réveille, tu vois, ta mère elle a les cheveux longs, sublimes, le lendemain elle a plus de cheveux, c'est un peu étrange. Il avait 1 an à l'époque, donc j'ai fait venir tout le monde tôt, on a fait un gros apéro et on m'a rasé les cheveux devant lui et il jouait avec les cheveux et tout, et il y avait des potes à moi, par solidarité, qui se sont rasés le dessous de la tête ou le côté. Donc il a vu un peu, il est parti se coucher avec l'idée de se dire, ah, mes parents ils sont drôles, ils font des fêtes cheveux, quoi. Et voilà. Et après, donc t'as plus de cheveux. Après, tu perds tes cils et tes sourcils un peu plus longs, je sais plus, 1 mois après. Et il y avait un truc très très étrange, c'est quand on m'a dit, vous allez perdre vos ongles normalement. Les ongles avaient un rapport immédiat avec la mort pour moi. Impossible à imaginer. Je pourrais crever. Enfin, tu vois, je préférerais crever que de perdre mes ongles. C'est absurde, hein. Et j'allais avant et après chaque chimio me faire planter 483 aiguilles dans tout le corps pour pas perdre mes ongles. Et je n'ai pas perdu mes ongles. Après les chimios, ablation et après, 1 mois après, radiothérapie. La chimio, c'est toutes les 3 semaines. Ça peut durer 5 heures, 6 heures, 9 heures de pause, mais c'est toutes les 3 semaines. Là, la radiothérapie, c'est moins long, donc c'est pas sur 1 an, c'est sur 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend. Mais c'est tous les jours, donc tous les jours tu fais le même trajet. Et tu te retrouves dans cette même salle, donc dans un énorme tube avec des rayons X partout, les mesures, les machins, des croix avec du feutre sur ton sein malade. Tu as l'impression d'avoir passé un tunnel de ouf avec cette chimiothérapie et tu te dis, bon, je vais enfin pouvoir, tu vois, c'est bon, c'est la radiothérapie, c'est rien, c'est des rayons. Et la meuf te dit, tu pourras jamais porter ton enfant, ni fumer et ni prendre de soleil. C'est tout ce que j'aime, quoi, tu vois, dans la vie. Et après la radiothérapie, j'ai encore eu 1 an de chimiothérapie, mais plus light, où mes cheveux ont repoussé, où c'était plus light, quoi. Il y avait beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, ce qui est quand même fou, c'est que tu n'as plus de sécrétion vaginale. Donc, du coup, c'était un peu compliqué déjà. Bon, après, on te dit, il y a des lubrifiants, des machins, mais bon, c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que mon mec, même plus de sourcils, plus de cheveux, plus de cils, il a toujours eu envie de me baiser. Enfin, en tout cas, parfois c'était un peu compliqué quand j'avais le fond des yeux un peu jaune, quoi. Mais il a toujours eu envie, toujours. Bon, après, j'ai développé des tactiques, genre je me mettais, ma crème anticellulite, je faisais des massages et il se branlait devant moi. On a développé d'autres façons de faire l'amour, quoi. J'ai beaucoup sucé. Parce que j'arrivais pas à baiser du tout, quoi. Du tout. J'arrivais pas, le lubrifiant, tout ça. Enfin, j'avais pas envie déjà, du tout. Une espèce de néant. C'était un peu dur parce que pour lui, qui est donc un gros animal, un gros obsédé sexuel. Après la grossesse, l'allaitement, parce que l'allaitement, t'as absolument pas envie de baiser ou qu'on te bouffe les seins, hein, t'es avec ton môme. Enfin, moi, j'étais en fusion totale. Et c'est fait un petit tunnel de 3 ans quand même, mine de rien, le pauvre.
Le pauvre, on se rattrape bien là. Je pense que ça a redoublé mon envie de vivre, tu vois, encore plus, quoi. C'est ça que ma mère pensait que j'allais me changer en yogi qui boit du thé vert au fin fond de l'Inde du Nord. Ben non, en fait. Je bois de la bière et je fume des clopes et parfois je bois du vin blanc. Mais je vis, quoi. Prude. Enceinte, j'arrivais pas à baiser. J'étais comme coupée de ma sexualité, quoi. J'étais ailleurs. Allaitement, pareil. Et alors, cancer, ça a carrément... C'est comme si j'étais coupée en deux, quoi. Comme si le sang circulait plus dans les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris. Ça passait plus, quoi, par là. C'était pas voulu, c'était pas pensé, c'était juste inexistant, quoi. C'était juste... Alors, parfois, je me forçais un peu pour faire plaisir à mon mec, tu vois. Mais je le vivais pas mal. Il y a même un moment où je lui ai dit à mon mec, j'ai dit, écoute, si tu veux aller voir ailleurs pendant un moment, vas-y, quoi. Je t'en voudrais pas. Mais il voulait pas baiser. Il avait envie de me baiser, moi. Donc il m'a dit, je t'attendrai, mon amour. En revanche, il avait beaucoup de gigas de porno. Il y a eu des disques durs remplis pendant cette période. Quand tout d'un coup, tout est derrière toi, tous les traitements, et que tu as une vie pseudo-normale, même si j'ai essayé qu'elle soit normale pendant tout le long de... Tu vois, je continuais à boire mes petits apéros dès que je pouvais. Où ça revient doucement. C'est pas immédiat, quoi. Tu vois, j'ai pas un truc qui me... Et je voudrais leur donner espoir, en fait. Je voudrais leur dire que, en fait, c'est possible de continuer à vivre, de rigoler, de boire, de faire l'amour différemment, mais en tout cas... que c'est possible, quoi. Que c'est vraiment qu'une question de vouloir et de perception du verre à moitié vide et à moitié plein. Et que on a tous en nous ce truc-là. Après, c'est plus difficile pour certains et moins pour d'autres. Mais c'est tellement beau après, ce que tu vis, cette connexion que tu as quand tu traverses des épreuves comme ça, le truc que tu consolides avec l'autre. C'est très très fort. Et moi, mon mec a été présent, il a les épaules larges comme ça, il a été là, et il a fait à manger, enfin tu vois, il s'est occupé de moi, il a été présent, mais genre puissance 1000. Et je trouve ça beau, et j'aimerais bien que les hommes puissent prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, et qu'à deux, la façon de voir la maladie, la façon de la traverser, elle est tellement différente. Mais je sais que c'est bateau ce que je dis, mais c'est fou, ça fait une vraie différence. Moi, j'ai eu des gens au téléphone qui étaient seuls, c'est terrible, quoi. C'est terrible, puis t'es affecté dans ta propre féminité, et quand tu te fais en plus larguer, mais ça doit être affreux, quoi. Affreux. Donc restez, les mecs, c'est cool, on peut continuer à s'amuser, quoi. L'allaitement, le cancer et le confinement, maintenant. Tu vois, on s'aime plus que jamais, quoi. On s'aime différemment. Prude. Voilà, vous venez d'entendre mon histoire, et cette histoire, je vais en faire un film, et ce sera ma conclusion. Je vais vous lire ma petite note d'intention. Je m'appelle Zélie, j'ai 38 ans, je suis québécoise, mais bon, bonne parisienne d'adoption. Enfin, surtout bonne. Hein. C'est pour cette raison que je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. Déjà 2 couvertures du L Québec à mon actif, mannequin depuis mes 14 ans à Montréal. En 97, l'agence de mannequins Metropolitan Model Agency m'a fait traverser l'océan pour relever le niveau. J'ai pas fait long feu. Toujours un poil trop grosse, un peu trop belle, un peu trop petite. Je fais 1m74 pour 57 kilos pourtant. J'étais trop grande gueule surtout. J'avais besoin de parler, alors je me suis tournée vers le cinéma et ça a été une grande histoire d'amour. Avec les affres qu'on lui connaît. Je suis devenue comédienne. Au moment où ça a vraiment décollé, j'ai commencé une autre histoire d'amour. Et à 35 ans, j'ai donné naissance à mon fils qui a immédiatement pris mes seins pour une épicerie ouverte 24 heures sur 24 pendant 1 an. J'étais au paroxysme de ma vie de femme, comblée comme jamais, le cheveu long, l'œil vert, aimée par 2 hommes à temps plein, riche de tout ce qui s'était passé et avide de tout ce qui allait venir. Putain. Prête à reprendre les tournages, élever mon jeu de comédienne, endosser d'autres catégories de rôles, et non. J'ai appris que j'avais un cancer du sein grade 3, très invasif vu ma pleine santé et mon âge. Protocole, 2 ans de chimiothérapie, dont une lourde, 2 mois de radiothérapie, la complète avec un supplément ablation entre les deux.
Durant ces 2 ans et 2 mois, j'ai découvert ce qu'était la résilience, cette capacité à se projeter sur encore pire que ce que nous vivons pour accepter une réalité déjà atroce. La veille du premier rendez-vous d'oncologie, j'ai tellement peur que je rêve que je perds mon bras. Pour moi, c'est impossible. Je veux pouvoir porter mon enfant, le serrer pleinement dans mes bras, le nourrir, lui tenir la main. Je ne peux pas supporter de vivre sans bras. Quand le docteur me jure que je ne perdrai qu'un sein, au pire les 2, je suis contente, presque heureuse. Les années qui ont suivi n'ont pas été de tout repos. J'ai effectivement un sein en toc et il me manque toujours un téton, mais je suis là. Je suis là et je me retourne. Le regard que nous posons sur ce que nous vivons, la voilà la vie. Ce que j'ai appris à être ma vision de la vie, avec à mes côtés un homme qui m'a épaulée et permis d'appréhender les événements avec humour et dérision. Parfois, il suffit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, enfin surtout quand on aime boire. Vous saviez que 3 femmes sur 5 sont quittées à l'annonce d'un cancer contre 1 homme sur 5 ? En effet, le taux de séparation ou de divorce est de 20,8% pour les femmes malades contre 2,9% pour les hommes malades. C'est une étude qui a été parue en novembre 2017 dans la revue scientifique Cancer. Devant ces statistiques navrantes, j'ai eu besoin d'écrire une histoire d'amour qui parle de cancer ou une histoire de cancer qui parle d'amour, mais écrire un film. Je viens de l'image, mannequin puis comédienne, les images me parlent presque plus que les mots. J'ai relu mes 2 années passées, questionné mon entourage et toutes ses amies, copines, collègues atteintes d'un cancer du sein entre 30 et 40 ans. J'ai dépassé mon histoire et décidé de traiter du cancer à travers une histoire d'amour. L'histoire de Lisa et Vincent, l'histoire des 60 000 femmes atteintes d'un cancer du sein chaque année en France, l'histoire des 400 000 personnes atteintes d'un cancer tout court chaque année en France. L'histoire de tous ceux qui ont été malades et puis l'histoire de tous les couples qui, à un moment, prennent la même barque pour traverser la tempête. Un couple face à une épreuve. Tout réussit à Lisa et Vincent. Ils viennent de fonder une famille. Ils sont prêts à croquer la vie. Et c'est elle qui va mordre. Ça va faire mal comment, jusqu'où ? On va se faire des promesses. On va tenir le coup. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Ce qu'il faut faire, et ça j'en suis persuadée, ce sont des films fous sur le cancer. Des films qui rient, des films qui font des spectateurs éclatants en sortie de salle. Au risque de vous surprendre, on est à un cheveu, du feel-good movie. Avec le succès d'Intouchable, de Patient et de Maligne, le one-man show de Noémie Caillot, cela démontre bien que le public est prêt, voire avide d'informations sur un sujet qui nous concerne tous, tant que l'émotion épouse l'humour. Je veux et je crois que nous devons donner espoir à toutes ces femmes et ces hommes. J'aimerais leur prouver qu'il est possible de traverser cette épreuve à 2, voire à plus, si vous aimez les animaux de compagnie ou l'échangisme. Que même au fond du trou, on peut continuer à rigoler, que même en se payant une tête de chèvre à moitié morte, sans cheveux, sans sourcils et sans cils, on peut encore se sentir désiré, qu'on peut malgré la maladie continuer à rire, boire et chanter faux, que plus on est entouré, aimé et soutenu, plus nous sommes forts comme du roquefort. Je voudrais crier haut et fort le respect sans nom que je porte aux accompagnants à qui on balance sans cesse « c'est mon cancer, pas le tien, connard ». Je souhaiterais par-dessus tout désacraliser cette maladie qui est celle de notre siècle, qui nous touchera tous malheureusement de près ou de loin à un moment de nos vies, que le cancer n'est pas forcément un long tunnel avec une tête de mort au bout, qui peut se traverser comme une aventure, qui nous fait grandir, évoluer et nous rend plus lucides sur ce qu'est la vie, dans l'amour des uns et des autres, l'amour contre la mort. Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.